Le vent tranchait comme du verre alors que Jonathan Adly restait caché parmi les branches nues du parc. Il regardait sa fille sourire, et cela le brisa de l'intérieur. Pas parce que ce sourire était empreint de joie, mais parce qu'il n'était pas pour lui. Il était destiné à un inconnu, un garçon maigre vêtu de vêtements tachés, aux yeux creux, qui tendait à Émilie un morceau de pain et une brique de jus froissé comme s'il lui offrait un festin. Cette image l'anéantit, car sans dire un mot, elle révélait la forme la plus douloureuse de la fin d'amour. Émilie souriait rarement. Depuis la mort de Sarah, sa mère, elle s'était retirée dans un silence épais, vivant dans un monde sans son, sans mouvement, clouée à un fauteuil roulant, les yeux constamment baissés. Jonathan, quant à lui, s'était enseveli sous les contrats, les réunions, les dîners mondains où le rire n'était qu'une monnaie sociale, jamais un sentiment sincère. Mais là, cet après-midi d'octobre, en observant le simple geste d'un garçon inconnu, il ressentit quelque chose qu'il n'avait plus éprouvé depuis des années, la honte. La honte d'être un père uniquement sur le papier, d'avoir transformé sa fille en accessoire de luxe, confiée à des nounous, vêtue des plus beaux habits, mais abandonnée émotionnellement. Émilie regardait ce garçon comme s'il était un miracle, comme si, dans chaque bouchée de pain, elle trouvait ce qu'elle n'avait jamais reçu chez elle, la présence. Jonathan ne connaissait pas le nom de ce garçon, ne l'avait jamais vu auparavant. Mais ce moment, si spontané, si pur, le bouleversa. Ce n'était pas de la pitié, c'était un lien. Derrière les arbres, Jonathan sentit le monde basculer d'une manière inattendue. L'espace d'un instant, il se sentit petit, dépouillé de son titre de PDG, des unes de journaux, de son pantouse sur la 5e avenue. Juste un homme, et peut-être un homme raté. Puis il l'entendit. Le rire d'Émilie. Bref, rauque, presque un murmure. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis les jours où Sarah était encore en vie, un son qu'il croyait à jamais perdu. Cela le frappa comme un coup de poing dans le ventre, lui rappelant que la vie brillait encore dans cette petite fille qu'il avait traitée comme une obligation. Le garçon s'assit à côté d'elle, sans peur. Il sortit de son sac à dos un jouet à ressort cassé, fit une blague sur sa jambe tordue, et obtint un autre sourire d'Émilie. Cette fois, plus large. La nounou, assise sur un banc non loin, restait absorbée par son téléphone. Jonathan demeurait immobile, caché, comme un intrus dans sa propre histoire. Il ne savait pas pourquoi il était là. Ce n'était pas prévu. D'habitude, il envoyait son chauffeur. Mais ce jour-là, quelque chose l'avait poussé à venir. Un besoin soudain de voir sa fille de ses propres yeux, pas à travers des rapports médicaux ou des factures d'école privée. Et ce qu'il vit le désarma. Les souvenirs revinrent en rafale. Sarah riant dans la cuisine, de la farine sur le visage. Le bébé Émilie agrippant ses doigts. Des promenades au bord du lac. Des projets de voyage. Des promesses d'un avenir qui ne viendrait jamais. Puis l'hôpital, les fleurs fanées sans jamais être remplacées, le silence envahissant leur maison, et lui se noyant dans les feuilles de calcul, fuyant le deuil comme s'il l'avait déjà perdu. Mais là, cet après-midi gris, quelque chose se brisa en lui. Et, en même temps, quelque chose naquit. Un désir timide, déroutant, de recommencer. Mais recommencer exige du courage, et il n'était pas certain d'en avoir encore. Le garçon se leva, attrapa son sac à dos usé, fit un rapide signe de la main à Émilie. Elle répondit, les yeux brillants. Jonathan fit un pas en avant, instinctivement. Il faillit appeler le garçon, faillit révéler sa présence, mais il ne le fit pas. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Le vent s'éleva. Des feuilles mortes dansaient sur le trottoir. Jonathan resta là, de longues minutes, immobile, comme si le monde venait de changer d'axe. Il ne connaissait pas le nom de l'enfant, mais il savait, avec une certitude absolue, que ce garçon venait de lui enseigner quelque chose qu'aucun dirigeant ne lui avait jamais appris, que les choses les plus essentielles, celles qui nous sauvent, ne coûtent rien. Mais il ne savait pas encore ce que cette vérité allait lui coûter. Jonathan Adly n'était pas né riche. Il avait bâti chaque centimètre de l'empire qui désormais alimentait sa solitude. Il avait grandi dans un quartier exigu de Baltimore, fils unique d'une mère qui nettoyait des bureaux la nuit, et d'un père qui n'était jamais resté assez longtemps pour lui apprendre ce que signifiait être un homme. Il avait appris tôt que l'amour était fragile, presque jetable, et que le succès était la seule armure contre la douleur. Alors il avait travaillé comme s'il fuyait son propre passé. À 27 ans, il était un non-craint à Wall Street. Ambitieux, froid, impitoyable dans les affaires. Mais à la maison, avec Sarah,
il était un autre homme. Elle adoucissait ses angles, riait de ses phrases mécaniques, désarmait son orgueil avec de simples questions, remplissait leur foyer de musique italienne et de l'odeur du pain frais. Sarah était son pont vers le peu d'humanité qui lui restait. Et quand Émilie naquit, il avait promis d'être différent de son propre père. Il avait promis d'être présent. Mais toutes les promesses ne survivent pas au temps. Tous les plans ne survivent pas à l'inattendu. L'accident fut l'une de ces tragédies que la vie jette sans prévenir. Une nuit ordinaire, une pluie légère. Sarah revenait du récital de piano d'Émilie. Le chauffeur se laissa distraire une seconde. Un camion grilla un feu rouge. La voiture fit 3 tours sur elle-même avant de s'écraser contre un poteau. Sarah mourut sur le coup. Émilie survécut, mais avec de graves lésions neurologiques et une mobilité réduite. Et Jonathan? Jonathan ne fut plus jamais le même. Au début, il essaya. Engager les meilleurs médecins. Rénover la maison. Construire une salle sensorielle pour sa fille. Mais lorsque les spécialistes lui dirent qu'il n'y avait pas de remède, seulement des soins constants, quelque chose en lui se referma. Il cessa de regarder Émilie dans les yeux, cessa de dormir dans sa chambre, se mit à travailler jusque tard dans la nuit, comme si chaque tableur pouvait effacer le chagrin. Mais le pire, ce n'était pas le silence d'Émilie. C'était le sien. La manière dont il s'était enfermé à l'intérieur. Il évitait les lieux avec des enfants, fit ranger les anciennes photos, annula l'abonnement au magazine de musique classique que Sarah aimait tant. Avec sa femme, il avait enterré les parties les plus vivantes de lui-même. Et plus il s'éloignait de la douleur, plus il se rapprochait de l'engourdissement. Ses associés l'idolâtraient, un PDG infatigable, visionnaire. Mais aucun ne savait que, le soir, il dînait seul, en silence, les yeux fixés sur la lumière rouge du frigo qui clignotait comme un signal d'alarme. Que son placard rempli de costumes impeccables cachait une boîte en cuir sombre contenant la robe de mariée de Sarah et les chaussons de bébé d'Émilie. Des objets qu'il n'avait pas touchés depuis des années, mais qu'il ne pouvait pas non plus jeter. Sa routine était devenue une prison luxueuse. Petit déjeuner servi par le personnel, chauffeur à disposition, femme de ménage maintenant tout impeccable, et une fille, sa fille, qu'il ne voyait qu'en coup de vent, toujours accompagnée d'une aide, comme une peinture vivante dont il avait perdu la clé d'interprétation. Jusqu'à cet après-midi-là. L'image du garçon dans le parc. Le sourire d'Émilie. Et quelque chose s'était fissuré dans sa poitrine. Jonathan avait commencé à tout remettre en question. Pourquoi ce garçon, un parfait inconnu, avait-il atteint un recoin de l'âme d'Émilie que lui-même n'avait jamais pu atteindre? Qui avait-il dans ce simple geste, partagé un goûter bon marché, qu'il n'avait jamais su offrir malgré toutes ses ressources? Ce n'était pas de la culpabilité. C'était plus profond. Un vieux vide qui se rouvrait. Une blessure qu'il croyait ensevelie, mais qui saignait de nouveau. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Jonathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il monta à l'étage dans la chambre d'Émilie. La nounou l'avait déjà couchée. La lampe projetait de douces ombres sur les murs. Elle était là, immobile, ses cheveux déployés comme une couronne, son visage calme, mais ailleurs. Il s'approcha lentement, s'assit dans le fauteuil près du lit, et resta là, simplement, à la regarder. Émilie ne bougea pas. Peut-être dormait-elle. Peut-être faisait-elle semblant. Jonathan ne savait pas quoi dire, mais en lui, quelque chose avait commencé à se transformer. Ce n'était pas encore de l'amour. Ce n'était pas encore une rédemption. C'était juste le premier pas vers l'abîme où il s'était jeté des années plus tôt. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut envie d'en revenir. Le lendemain matin, Jonathan se réveilla avec une agitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas l'alarme du téléphone. Ce n'était pas l'odeur du café. C'était plus primitif. Un élan étrange, presque enfantin. Il voulait voir Émilie, non comme une obligation, mais comme une urgence, comme si la nuit passée à ses côtés avait déterré quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il devait comprendre. Il descendit avant même d'enfiler son costume. Trouva la nounou en train de préparer les médicaments d'Émilie pour leur sortie matinale. Émilie était déjà installée dans son fauteuil, les yeux baissés, les mains posées sur ses genoux comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Jonathan inspira profondément. « Bonjour, Émilie » dit-il d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Elle ne répondit pas, ne leva même pas les yeux. La nounou sourit, surprise. « Ce n'est pas courant de vous voir si tôt, monsieur. »
Jonathan tenta de cacher son malaise. « Est-ce que je peux venir avec vous aujourd'hui ?» La nounou hésita un instant. « Bien sûr, ce sera bon pour elle. » Dans la voiture, le silence était pesant. Jonathan était assis à côté d'Émilie, mais elle ne réagissait pas. Elle fixait la fenêtre, absente, comme déconnectée du monde. Il tenta de briser la glace, fit une remarque sur les arbres dans le parc, évoqua un vieux jouet qu'elle adorait autrefois. Mais rien n'y faisait. Émilie semblait ailleurs, loin. Lorsqu'ils arrivèrent, le parc était presque désert. Les feuilles jaunes recouvraient les sentiers de pierre. Jonathan poussait le fauteuil roulant lentement, cherchant désespérément une étincelle de connexion. Il se sentait comme un étranger face à sa propre fille. Chaque mot prononcé se heurtait à un mur invisible. Alors, il tenta autre chose. « Tu te souviens du jour où tu es tombé dans le lac ? Ta maman a failli faire une crise cardiaque. Tu riais aux éclats. » Mais Émilie ne bougea pas. Aucune réaction. Jonathan la regarda plus attentivement. Dans ses yeux, il vit une tristesse profonde, une fatigue ancienne qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Et là, au milieu du parc, une vérité douloureuse s'imposa. Il ne connaissait plus sa fille. Le choc fut brutal, comme s'il avait passé des années à construire des châteaux de verre, pour se rendre compte qu'il n'était que ruine. Il tendit la main vers Émilie. Elle la repoussa instinctivement. Un rejet silencieux mais ravageur. Jonathan recula, prit une profonde inspiration, puis alla s'asseoir sur un banc tout proche, le cœur battant à tout rompre. Voilà ce qu'il avait construit, une fille qui ne lui faisait plus confiance, qui, peut-être, ne le reconnaissait même plus comme son père. La nounou observait à distance, hésitante. Devait-elle intervenir ? Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une silhouette familière émergea parmi les arbres. C'était le garçon. Toujours ce sac à dos usé et cette casquette bleue délavée. Quand il vit Émilie, il sourit, naturellement, comme s'il se connaissait depuis toujours. Il s'approcha doucement, s'agenouilla devant le fauteuil, et commença à parler, avec des gestes, des mimiques, des blagues improvisées. Petit à petit, Émilie répondit. Ses yeux s'illuminèrent. Un mince sourire apparut. Jonathan regardait, la gorge nouée. Comment ce garçon, sans ressources, sans lien de sang, sans responsabilité, parvenait-il à toucher sa fille avec une telle aisance ? C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en lui. Un mélange d'envie et de culpabilité. Une douleur brute, presque enfantine, car ce garçon, un étranger, prenait la place qui aurait dû être la sienne. Une place qu'il avait abandonnée. Il se leva, s'approcha, tenta de s'insérer dans le moment. « Salut, comment vous allez tous les deux ?» Le garçon leva les yeux, surpris. Émilie baissa immédiatement les siens. Jonathan s'agenouilla à son tour, chercha à comprendre, à faire partie de l'instant. Mais tout s'écroula. Émilie se mit à pleurer. Pas un cri, pas une plainte. Juste des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues. Jonathan tendit la main. Elle se déroba encore. Le garçon se figea. La nounou accourut. Elle est juste fatiguée, dit-elle, tentant d'apaiser la tension. Jonathan recula, le cœur lourd, l'esprit en vrille. Que faisait-il là? Avait-il perdu son droit? Avait-il manqué sa chance? Sur le trajet du retour, le silence s'imposa à nouveau. Émilie ne le regarda pas une seule fois. Et quand la nounou l'emmena dans sa chambre, Jonathan resta seul dans le salon, les yeux fixés sur ses mains vides. Il avait essayé, et il avait échoué. Pour la première fois, il ressentit tout le poids de l'abandon qu'il avait causé. Ce n'était pas le monde contre lui. C'était lui contre sa propre absence. Et la douleur de cette prise de conscience était insoutenable. Les jours suivants, Jonathan erra dans la maison comme dans un mausolée hanté. Le fauteuil de Sarah dans un coin, le piano à queue fermée, recouvert d'une fine couche de poussière. Le couloir bordé de vieilles photos où les sourires semblaient figés dans un autre temps. Et surtout la chambre d'Émilie, baignée d'une lumière douce, mais où flottait une distance qu'il ne pouvait franchir. Il essaya. Plus fort que jamais. Rentra plus tôt du travail. Annula des voyages, déclina des dîners d'affaires. Se leva à l'aube pour partager les routines d'Émilie. Assista à ses séances de rééducation, fit semblant de comprendre les exercices, sourit à chaque réponse, au moindre signe. Mais Émilie restait murée.
Ce n'était pas de la cruauté. C'était une protection. Des années d'absence ne s'effacent pas en quelques jours. Jonathan récoltait ce qu'il avait semé, une fille blindée émotionnellement, habituée à la solitude, méfiante face aux gestes arrivés trop tard. Chaque tentative de rapprochement sonnait faux. Les silences entre eux étaient trop longs, trop lourds. Par un matin particulièrement froid, il décida de l'emmener au parc seul. Sans nounou, sans chauffeur. Il voulait tout gérer lui-même. Prépara un pique-nique, prit une couverture, lutta pour se souvenir comment régler correctement le fauteuil roulant. Il voulait lui prouver, se prouver, qu'il pouvait encore être un père. Ce jour-là, le garçon ne vint pas. Jonathan ressentit un mélange étrange de soulagement et de déception. Une part de lui espérait qu'Émilie le regarde comme elle regardait ce garçon. Une autre savait que ce ne serait pas pour tout de suite. Ils s'assirent près d'un petit étang. Jonathan ouvrit la boîte repas et lui tendit une brique de jus. Émilie la prit, sans dire merci. Elle mangea lentement, les yeux fixés sur son reflet dans l'eau. « Tu te souviens quand maman chantait ici ? Elle disait que ton rire sonnait comme une clochette. » Émilie fronça les sourcils, comme si elle cherchait quelque chose hors de portée. Jonathan insista. Sortit un vieux livre illustré de son sac, celui que Sarah lui lisait autrefois. Les pages jaunies conservaient encore un parfum d'enfance. Il se mit à lire à haute voix, imitant les voix ridicules qu'il faisait autrefois. Rien. Il referma le livre, vaincu. Ils restèrent longtemps silencieux. Les arbres se balançaient dans le vent, comme s'ils murmuraient des secrets qu'ils ne comprendraient jamais. Alors il tenta une dernière chose. Il sortit son téléphone et montra de vieilles photos, des clichés des trois à des anniversaires, en voyage, des instants d'un autre temps. Émilie jeta un œil à une ou deux, sans que ses yeux ne s'illuminent. Aucune mémoire ne semblait se raviver. Jonathan sentit le poids de cette réalité, comme une condamnation. Il avait perdu sa fille alors qu'elle était encore en vie. Elle était là, respirant à ses côtés, avec le même visage délicat. Mais elle semblait habitante d'une autre planète, où il n'était pas le bienvenu. Ils rentrèrent en silence. Émilie alla directement dans sa chambre. L'aidante demanda comment cela s'était passé. Jonathan hocha simplement la tête, incapable de mettre l'échec en mots. Ce soir-là, seul dans son bureau, il ouvrit un tiroir resté verrouillé depuis des années. À l'intérieur, une vieille lettre de Sarah. Simple, écrite à la hâte, sûrement glissée dans le sac à dos d'Émilie un matin banal d'école. Si un jour je ne suis plus là, prends soin d'elle avec ton cœur. Elle aura besoin de toi plus que de n'importe quel médicament. Jonathan ferma les yeux, écrasé sous le poids de ces mots. Il n'avait pas pris soin d'elle avec son cœur. Il avait tout délégué. L'amour, la présence. Il avait organisé une vie parfaite, mais sans âme. Le lendemain matin, il hésita avant de frapper à la porte d'Émilie. Dans ses mains, un vieux nounours, son tout premier jouet. Celui que Sarah avait insisté pour garder. Il entra doucement. Émilie était allongée, fixant le plafond. Il s'approcha, s'agenouilla, et tendit l'ours. « Tu te souviens de lui ?» Émilie le regarda, prit l'ours doucement, le serra contre sa poitrine. Et pour la première fois, elle le regarda. Ses yeux étaient embués, sans joie, juste blessés et craintifs. Jonathan comprit à cet instant que la présence ne suffisait pas. Il allait devoir mériter sa place. Reconstruire, lentement, douloureusement, le droit d'être appelé papa. Et ce chemin serait plus long, plus rude, que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé. Les jours suivants passèrent comme un brouillard épais, rempli d'échecs et de silences obstinés. Jonathan se demandait s'il faisait tout cela pour elle, ou pour soulager sa propre culpabilité. Cette pensée le hantait, car il savait que, quelque part au fond de lui, il essayait aussi de se sauver lui-même. Un matin, l'aidante demanda un jour de congé. Sans réfléchir, Jonathan dit qu'il s'en chargerait. La gouvernante hésita, surprise, mais n'insista pas. Il emmena Émilie au centre de rééducation. Attendit dans la salle d'attente, entouré de parents aux yeux cernés, de mères au regard épuisé mais rempli d'espoir. Pour la première fois, il se sentit petit, désarmé, invisible. Il observa une femme noire, le visage marqué par la fatigue, les mains abîmées par le labeur, jouer par terre avec son fils autiste. Un jeu improvisé, simple. Mais le garçon riait. Un rire vrai, sincère. Et quelque chose se contracta en Jonathan,
car jamais il n'était descendu par terre avec Émilie. Jamais il ne s'était permis d'être ridicule, vulnérable, humain. Après la séance, en attendant un taxi, Émilie pointa du doigt un vendeur de barbe à papa. Elle ne dit rien, juste un geste. Jonathan courut jusqu'à l'homme, en acheta 2, revint essoufflé, lui en tendit une. Elle hésita, puis la prit. Ils s'assirent sur un banc de béton, mangèrent en silence. Alors il essaya encore. Tu savais que maman adorait la barbe à papa? Elle disait que c'était le moyen le plus rapide de se sentir heureuse, même si ça disparaissait tout de suite. Émilie mâcha lentement. Jonathan attendit une réaction, mais ce qui vint fut inattendu. Elle se mit à pleurer. Des larmes silencieuses, contenues. Pas de scène, juste une tristesse pure, honnête, comme quelque chose qui déborde sans prévenir. Jonathan se figea. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai dit quelque chose de mal? Elle ne répondit pas, laissa simplement tomber la barbe à papa sur ses genoux, puis tourna la tête. Il tenta de la toucher. Elle sursauta. Et cela le brisa. De retour à la maison, il s'enferma dans son bureau, mit son téléphone en silencieux, s'assit dans son fauteuil, et fixa le vide pendant plus d'1 heure. Peut-être qu'il était trop tard, pensa-t-il. Peut-être que certains ponts, une fois brisés, ne peuvent jamais être reconstruits. Peut-être que l'absence qu'il avait cousue au fil des années était devenue un gouffre trop large pour être franchi. L'interphone sonna. C'était la gouvernante. « Monsieur, il y a un garçon à la porte. Il dit qu'il connaît Émilie. » Jonathan se leva, confus. Il marcha jusqu'au portail. Et là, il était là. Le garçon du parc, un sac à dos sur l'épaule, une casquette bleue passée, un morceau de papier plié dans la main. « Bonjour. Désolé de venir comme ça, mais Émilie a oublié ça hier. » C'est bien à elle, non? Jonathan prit le papier. C'était un dessin au crayon de couleur. Émilie et le garçon, côte à côte, et lui, à l'écart. Petit, distant, un point d'interrogation au-dessus de la tête. Quelque chose se brisa en lui. « Tu es ami avec ma fille ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « On parle parfois. Elle ne parle pas, mais elle comprend. Je l'aime bien. Elle est différente, mais gentille. Et toi? Moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que toi aussi, tu es gentil? » Jonathan ne sut que répondre. Il resta là, tenant le dessin comme s'il s'agissait d'un jugement. Le garçon haussa les épaules. « Si tu veux, je peux revenir un autre jour. On pourrait jouer tous les 3. Peut-être qu'elle te laissera t'approcher. » Jonathan ravala un sanglot. Ce garçon, avec si peu, lui offrait exactement ce qu'il avait poursuivi désespérément, une présence réelle, une bonté inconditionnelle, un espace pour reconstruire. « Merci, » dit-il enfin, et il eut envie de pleurer, mais se retint. Le garçon s'en alla. Jonathan remonta à l'étage, entra dans la chambre d'Émilie. Elle était allongée là, regardant le plafond. Il s'approcha doucement, s'assit à côté d'elle. « J'ai quelque chose qui t'appartient, » dit-il, tendant le dessin. Émilie regarda, le prit avec délicatesse. Ne sourit pas, mais ne détourna pas non plus le regard. Et dans cet échange bref, quelques secondes à peine, il y eut une trêve. Petite, fragile, mais réelle. La nuit tomba sans sommeil. Jonathan erra dans la maison comme un fantôme. Pieds nus sur le carrelage froid, les lumières éteintes, seulement le bourdonnement du réfrigérateur, régulier, comme une respiration mécanique dans l'obscurité. Dans sa main, un verre de vin à moitié plein. Dans sa poitrine, une question martelante comme une sentence, et si elle ne lui pardonnait jamais? Le dessin d'Émilie reposait sur le bureau. Il le contemplait comme un miroir déformé. Sa silhouette à lui, petite, lointaine, un point d'interrogation au-dessus de la tête. Tout était dit. Émilie ne le voyait pas comme un père. Elle le voyait comme une énigme. Un étranger qui allait et venait, qui parlait mais n'écoutait pas. Un homme qui, maintenant, essayait en hâte de réparer ce qu'il avait mis des années à briser par négligence. Le lendemain matin, il sauta le petit déjeuner, n'alla pas au travail, annula toutes ses réunions. Il s'enferma dans la chambre de Sarah, la pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis les funérailles. L'air y sentait l'absence, le passé. Il passa ses doigts sur la coiffeuse,
sur l'écharpe laissée sur la chaise, sur sa brosse à cheveux. Tout était resté tel quel. Rien n'avait été touché. Même le parfum, intact, continuait de diffuser ses souvenirs. Il s'assit au bord du lit et pleura. Ce n'était pas un beau chagrin. C'était brut, déchirant, incontrôlable. Le cri de quelqu'un qui avait retenu un barrage pendant des années et s'effondrait maintenant comme un enfant perdu. Il pleura pour la femme qu'il n'avait pas su protéger, pour la fille qu'il ne savait pas aimer, pour l'âme qu'il avait lentement laissé mourir au nom d'une carrière incapable de réchauffer le moindre cœur. « Sarah, je suis désolé, murmura-t-il, à peine audible. Je t'ai échoué. Je l'ai échoué. La porte grinça derrière lui. C'était Émilie. Sans aide, sans bruit. Juste elle, debout dans l'embrasure, tenant son ours en peluche. Jonathan se leva d'un bond, s'essuya le visage. « Ma chérie, ça va ?» Elle ne répondit pas. Elle entra lentement, regarda autour, s'arrêta devant la coiffeuse, prit le flacon de parfum de sa mère, le sentit. Jonathan observait, incertain. Il voulait la serrer dans ses bras, mais n'osa pas. Puis elle lui tendit le parfum. « Tu te souviens ?» murmura-t-elle. Sa voix était tremblante, nue, mais réelle. Jonathan se figea. Maman sentait toujours ça quand elle me prenait dans ses bras. Le monde s'arrêta. Émilie venait de parler. Des mots clairs. Et elle les avait choisis. Elle s'approcha. Ours en peluche dans un bras, parfum dans l'autre. Jonathan tomba à genoux, pleura de nouveau. Mais cette fois, c'était un autre pleur. Un sanglot de soulagement, d'abandon. Je me souviens, ma chérie. Je me souviens de tout. Et je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Émilie toucha son visage. Tu as été partie longtemps. Je sais. Et je ne peux pas changer le passé. Mais je peux rester maintenant, si tu veux bien. Elle ne répondit pas, reposa juste sa tête sur son épaule. Ils restèrent là, père et fille, serrés dans la pièce où vivait la douleur. Une pièce qui, enfin, recommençait à respirer. Plus tard cette nuit-là, Jonathan sortit une vieille boîte et commença à trier les photos. Des photos de Sarah, du bébé Émilie, de Noëls oubliés et de vacances passées. Il les plaça dans un dossier. Demain, pensa-t-il, je les remets au mur. L'histoire doit revenir dans cette maison. Mais une question le tiraillait encore. Le garçon. Qui était cet enfant? D'où venait-il? Pourquoi était-il toujours seul au parc? Jonathan appela la gouvernante. Elle dit qu'elle l'avait déjà vu, mais qu'il disparaissait toujours avant que quelqu'un puisse lui parler. Personne ne savait où il vivait. C'était comme une brise, une vague. Le lendemain matin, Jonathan décida de le retrouver. Il alla tôt au parc, seul, sac sur les épaules, de l'espoir dans les yeux. Il attendit des heures, mais le garçon ne vint pas. Une pluie fine commença à tomber. Jonathan ne bougea pas. Il resta sur le banc en bois, les yeux fixés sur le chemin humide. Et si ce garçon n'était venu que pour lui montrer ce qu'il avait perdu? Et s'il était un ange sous les traits d'un enfant des rues? Ou pire? Et s'il ne revenait jamais? La peur revint s'insinuer dans sa poitrine. Mais cette fois, quelque chose était différent. Émilie avait parlé, avait reconnu le parfum, l'avait serré dans ses bras. Et cela, c'était déjà plus qu'il ne méritait. Mais peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de nouveau. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de subtil mais puissant changea. Émilie parlait encore peu, presque pas. Mais ses yeux avaient changé. Il n'y avait plus ce voile opaque, ce mur invisible. Il y avait maintenant une lueur, une forme d'écoute silencieuse, comme si quelque chose en elle avait commencé à s'éveiller. Jonathan le remarqua. Doucement, il n'était plus un visiteur. Il était accepté. La première fois qu'elle engagea une conversation, ce fut un soir sur la terrasse. Il regardait le ciel orange, sans rien dire. Jonathan luttait contre son anxiété. Il apprenait que le silence aussi est un langage. « Est-ce que tu as peur de moi ?» demanda-t-elle soudain. La question le frappa comme la foudre. « Non, ma chérie. J'ai peur de moi-même. Et de ce que je n'ai pas fait. » Émilie hocha la tête comme si elle comprenait, puis tourna les yeux vers le ciel. Le vent jouait dans ses cheveux. Jonathan eut encore envie de pleurer,
mais se retint. Il avait compris que certaines émotions n'ont pas besoin d'exploser. Certaines doivent juste être ressenties. Ils commencèrent à partager de petits rituels. Des petits déjeuners en silence. Jonathan lisait à haute voix des livres pour enfants, sans attendre de réponse. Émilie écoutait. Parfois elle souriait. Parfois elle fermait simplement les yeux, comme si cela suffisait. Un jour, il ramena un puzzle neuf. Il posa les pièces sur la table, commença à les assembler sans un mot. Émilie observait du canapé. Après 10 minutes, elle se leva, s'assit à côté de lui, prit une pièce. C'était ça, la magie. Pas de mots, pas de promesses, pas de plan. Juste deux êtres humains, côte à côte, essayant de rassembler quelque chose. Et au fond, essayant de se reconstruire eux-mêmes. Jonathan réalisa qu'il avait passé des années à essayer de faire les choses bien. Comme si aimer était une stratégie, comme si prendre soin signifiait seulement pourvoir aux besoins. Maintenant, il comprenait. Aimer, c'est être là. C'est la constance. La vulnérabilité partagée. Un dimanche après-midi, ils décidèrent de retourner au parc. Émilie choisit le chapeau. Jonathan prit le vieux nounours. Ils marchèrent lentement, comme si chaque pas était une réconciliation silencieuse avec le temps. En chemin, elle demanda. « Papa, tu penses encore à maman ?» « Chaque jour, répondit-il. Parfois je lui parle en silence, comme si elle vivait encore ici, en moi. Émilie sourit. Un petit sourire. Mais vrai. Elle me rend visite dans mes rêves, toujours près du lac, et elle me brosse les cheveux comme avant. Jonathan la regarda, les yeux embués. La douleur n'était plus un couteau. C'était une cicatrice. « Tu crois qu'elle me pardonnerait ?» demanda-t-il. Émilie leva les yeux vers le ciel. « Je pense qu'elle serait heureuse qu'on soit ici, ensemble. » Ils arrivèrent au banc de bois, près du lac. Jonathan étendit la couverture. Émilie s'allongea, la tête sur ses genoux. Ils restèrent là, à écouter les oiseaux, des pas lointains, et le murmure doux de la ville éloignée. Et puis quelque chose d'encore plus inattendu arriva. Le garçon réapparut. Même sac, même casquette. Mais cette fois, il courait, essoufflé, une lueur dans les yeux. « Je vous ai trouvé. » Émilie se redressa lentement. Elle lui sourit. Jonathan sourit aussi. Mais quelque chose avait changé. Le garçon semblait plus pâle, plus maigre, les lèvres gercées. « Ça va ?» demanda Jonathan. « Oui, c'est juste que, je suis souvent seul. Ma mère travaille loin. Parfois je ne rentre même pas. Je dors dans un refuge près de la gare. » Jonathan sentit son estomac se nouer. « Tu veux manger un morceau avec nous ?» proposa-t-il. Le garçon sourit largement. Il dit oui. Les trois s'assirent sur la couverture. Ils partagèrent du jus, des biscuits, des rires timides. Émilie prit une pomme, la coupa en petits morceaux, les offrit au garçon. Il les accepta avec reconnaissance. Et dans ce geste simple, Jonathan vit ce qu'il cherchait depuis toujours. Ce n'était pas être un héros, ni rattraper le temps perdu. C'était créer quelque chose de nouveau. Un espace d'affection sans urgence. Un présent continu où la douleur et l'amour coexistent et se transforment. Pour la première fois, il ne pensait plus à ce qu'il devait faire. Il pensait seulement à ce qu'il voulait vivre. Avec elle. Avec lui. Avec eux. Les semaines suivantes façonnèrent une nouvelle routine, que Jonathan n'aurait jamais imaginé désirer. Les petits déjeuners accueillaient désormais de doux éclats de rire. Les après-midi au parc devinrent des rendez-vous sacrés entre lui, Émilie, et le garçon, qui révéla lentement son prénom, Liam. Liam était doux, intelligent, attentif. Un enfant qui connaissait le monde depuis ses marges, survivant avec le strict minimum, mais offrant le meilleur de ce qu'il avait, attention, présence, bonté. Émilie l'attendait avec une excitation enfantine. Jonathan, de son côté, ne le voyait plus comme un étranger. Il le voyait comme un lien, un souffle de vie là où il n'y avait que des échos. Un jour, Liam arriva avec un bandage mal fait sur le bras. Jonathan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien. Je suis juste tombé en courant dans la rue. Mais ça va mieux. » Jonathan le regarda dans les yeux. Il y avait autre chose derrière ce « rien ».
Quelque chose qui faisait plus mal. Où as-tu dormi la nuit dernière? Dans un coin près de la gare, mais ça va. Un type m'a donné une couverture. Émilie regarda son père, puis Liam. Le silence entre eux en disait plus que toutes les explications du monde. Cette nuit-là, Jonathan ne dormit pas. Il resta sur le porche, les yeux fixés sur la ville qui palpitait au loin, sur les lumières, les klaxons, ce monde qui ne s'arrête jamais. Et il pensa, comment quelqu'un peut-il avoir autant, et pourtant ignorer ceux qui n'ont rien? Liam n'était qu'un enfant, mais il avait ouvert une fissure dans le cœur de Jonathan. Une fissure par laquelle entrait non seulement la douleur, mais aussi une nouvelle forme de courage. Le lendemain, pendant qu'Émilie suivait sa séance de rééducation, Jonathan commença à passer des coups de fil. Il contacta un vieil ami de la fac, impliqué dans des projets sociaux. Il fixa des rendez-vous, visita des centres d'accueil, écouta des témoignages, rencontra des enfants en danger. Et pour la première fois, il sentit que son argent pouvait accomplir quelque chose qu'aucune acquisition d'entreprise n'avait jamais fait, changer des vies. Il décida d'ouvrir un centre d'accueil pour enfants sans abri. Un lieu avec des psychologues, des repas, du soutien scolaire, de l'art, de la musique. Et surtout, un lieu avec des gens prêts à voir, à écouter, à aimer. Émilie fut la première à visiter le bâtiment en rénovation. Elle s'assit au milieu du grand hall vide et demanda, curieuse. « Il y aura des jouets ? » « Il y aura tout, » répondit-il, « mais surtout, il y aura des gens qui se soucient de toi. » Liam arriva plus tard ce jour-là, avec de nouveaux dessins. L'un d'eux représentait les trois ensemble, dans une maison colorée, avec ce titre écrit à la main, « Le lieu des gens heureux ». Jonathan sourit, ému. Ce simple morceau de papier devint la pierre angulaire d'un projet né non d'un business plan, mais d'un besoin viscéral de faire autrement. Les nuits changèrent aussi. Désormais, Émilie réclamait des histoires du soir. Elle répétait des phrases, jouait des airs anciens au piano, maladroitement. Et quand elle se trompait de notes, elle riait. Jonathan, assis à ses côtés, lui tenait la main. À travers elle, il apprenait ce qu'était vraiment la patience. Un soir, Émilie le regarda et dit : « Tu es différent, papa. » »« Comment ça ? » ?»« Tu es plus léger, comme quand maman était encore là. » La gorge de Jonathan se serra. Il serra sa main. « Je crois que j'apprends à aimer de nouveau. Et ça change l'intérieur. » Émilie posa sa tête sur son épaule. Le silence revint. Mais ce silence-là était doux. Le silence d'une présence, d'un pardon. Quelques jours plus tard, Jonathan alla chercher Liam à l'école publique, où il avait pu l'inscrire. Le garçon courut vers lui, sourire grand comme le monde. « Le directeur a dit que je suis doué en dessin. Il a dit que je pourrais peut-être suivre un cours d'art. » Jonathan le serra fort dans ses bras. « Tu le feras, Liam. Tu iras loin. » Et dans cette étreinte, il n'y avait plus de PDG inflexible, plus d'ombre de Sarah, plus de deuil figé. Il n'y avait qu'un homme reconstruit, une fille qui reprenait vie, et un garçon qui, sans le savoir, avait redonné sens à toute une maison. Le passé existait encore, la douleur aussi. Mais désormais, il y avait un chemin. Et ils le parcouraient ensemble. L'hiver arriva comme un soupir froid sur la ville. Les arbres perdirent leurs feuilles. Les rues se firent plus calmes. Devant le miroir de la chambre, Jonathan se regarda comme on retrouve un vieil ami. Quelqu'un qui avait vieilli de l'intérieur bien avant de s'en rendre compte. C'était le jour de l'inauguration. Le centre était prêt, peint de couleurs chaudes, orné de fresques faites par les enfants eux-mêmes. Le nom en façade, choisi par Émilie et Liam, était simple et parfait. La maison des nouveaux départs. Jonathan portait un costume bleu foncé. Mais sous sa manche, un bracelet coloré en perles plastiques, fabriqué par Émilie un après-midi de pluie. Un petit objet enfantin, mais qui pesait comme une médaille d'honneur. Émilie l'attendait au salon, vêtue d'un manteau rouge, le même que Sarah lui avait offert leur dernier Noël ensemble. Dans ses mains, une enveloppe. « Tu l'ouvriras après le discours, » dit-elle avec un sourire mystérieux. Dans la voiture, Liam s'assit à l'avant, débordant d'excitation. Il parla d'une exposition d'art à laquelle il participerait. Émilie riait. Jonathan écoutait, le cœur empli d'un mélange rare de peur et de gratitude. En arrivant, une petite foule les attendait, journalistes, partenaires, enfants, professeurs. Mais ce qu'on remarquait le plus, c'était l'énergie. Ce lieu était vivant.
Plus qu'un bâtiment, c'était une chance. Pendant son discours, Jonathan faillit perdre ses mots. Il inspira profondément, s'approcha du micro et dit. Pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait tout construire avec de l'effort, de la stratégie et du silence. Mais j'ai appris à mes dépens que les choses essentielles de la vie ne se construisent pas. Elles se cultivent. Et l'affection, quand elle dort trop longtemps, exige un prix lourd quand elle se réveille. Il raconta son histoire. Il parla de Sarah, d'Emily, de Liam. De ce simple geste, dans un parc banal, qui avait ravivé en lui la capacité de ressentir. Beaucoup pleurèrent, d'autres restèrent silencieux. Mais tous comprirent que ce n'était pas un millionnaire qui donnait de l'argent. C'était un homme qui offrait son âme pour recommencer. À la fin, des applaudissements doux. Émilie le serra dans ses bras. Liam aussi. Puis Jonathan s'éclipsa, ouvrit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. L'écriture d'Émilie, encore hésitante. Papa. Je me souviens quand tu as arrêté de sourire. Je me souviens du jour où maman n'est pas revenue. Et je me souviens du silence qui a suivi. J'ai cru t'avoir perdu aussi. Mais maintenant, je te vois revenir. Lentement, avec peur, mais tu reviens. Merci de ne pas avoir abandonné. Ni moi, ni toi-même. Je t'aime. Émilie. Jonathan tomba à genoux. Non pas de douleur, mais de libération. Il pleura, là, devant tous. Mais personne ne rit. Personne ne détourna les yeux. Parce qu'en cet instant, il y avait la pureté d'un homme. Qui s'autorisait enfin à exister pleinement. Ce soir-là, de retour à la maison, il fit quelque chose qu'il évitait depuis des années. Il ouvrit le vieux coffre du grenier. À l'intérieur, photos, lettres, une robe de mariée, une paire de chaussons de bébé, et une cassette audio, étiquetée de la main de Sarah. À écouter quand tu oublies qui tu es. Il la descendit à la chambre, la mit dans le lecteur, appuya sur play. La voix de Sarah emplit la pièce. Chaleureuse, douce, vivante. Si tu écoutes ça, c'est que quelque chose t'a blessé. Et je veux juste te rappeler une chose. Tu n'es pas que business. Tu es amour. Tu es un foyer. Tu es un père. Ne te perds pas, John. Reviens toujours vers nous. Jonathan serra Émilie dans ses bras. Liam se blottit de l'autre côté. Et là, tous les trois, si différents, si marqués par la vie, formèrent quelque chose de nouveau. Une famille. Pas celle qu'il avait prévue. Mais celle qu'il avait sauvée. Le printemps arriva lentement, comme pour respecter le deuil d'une maison restée trop longtemps sans couleur. Les fenêtres du manoir Adley étaient désormais toujours ouvertes. L'odeur du café se mêlait à celle de la peinture, du papier, des livres pour enfants. Le piano à l'étage jouait de nouveau, même avec de fausses notes. Et les rires, oh, les rires avaient enfin remplacé le silence. Jonathan n'était plus le même. Pas seulement parce qu'il avait changé de routine ou donné une partie de sa fortune. Mais parce que, pour la première fois depuis des décennies, il avait appris à être présent. Pas juste de corps, mais d'âme. Le téléphone restait de côté. Les emails pouvaient attendre. Les réunions étaient espacées. Et le temps servait enfin à ce qui comptait vraiment. Émilie riait souvent maintenant. Elle inventait des histoires, réclamait des films, voulait sortir marcher, même un peu. Son visage, autrefois éteint, brillait à nouveau d'une joie discrète. Elle avait encore des limites, utilisait toujours un fauteuil roulant. Mais elle avait retrouvé quelque chose de bien plus précieux. Le droit de se sentir aimé. Liam vint finalement vivre avec eux, d'abord comme invité, puis comme membre de la maison. Jonathan remua ciel et terre pour obtenir une garde temporaire. Il découvrit que la mère de Liam luttait contre une addiction et disparaissait souvent. Sans autre option, l'enfant avait appris à survivre dans les marges. Mais là, entre des murs réchauffés par la tendresse, Liam s'épanouit. Il était bouillonnant, rempli d'idées, incroyablement créatif. Le centre communautaire devint son territoire, son refuge. Il animait des ateliers, apprenait à d'autres enfants à dessiner, protégeait les livres comme des trésors. Et il disait toujours avec un sourire en coin. Ici, j'existe. Ici, je compte. Un dimanche après-midi doré, les trois étaient au parc. Scène simple.
Émilie assise sur une couverture colorée, un livre sur les genoux. Liam poursuivant les pigeons avec un appareil photo jetable. Jonathan, sur un banc, les regardant comme quelqu'un qui avait enfin compris ce que signifiait l'éternité. Un homme s'approcha, discret, costume usé, chapeau à la main. « Désolé de vous déranger, dit-il. C'est vous qui avez fondé la maison des nouveaux départs ? C'est moi, répondit Jonathan en se levant. Je voulais juste dire merci. Mon petit-fils y a été accueilli. Il était presque perdu. Maintenant, il est de retour à l'école. Il sourit à nouveau. Jonathan lui serra la main. C'est lui qui nous enseigne. Nous, on lui offre juste l'espace. L'homme hocha la tête, les yeux humides, puis s'éloigna en silence. Jonathan se rassit, leva les yeux au ciel. C'était le même ciel que le jour où il avait tout perdu. Mais maintenant, il paraissait plus bleu. Ce soir-là, à la maison, Émilie demanda quelque chose de différent. « Je veux dormir dans la chambre de maman, ce soir. » Jonathan s'arrêta un instant, puis sourit. « Bien sûr, ma chérie. » Les trois y allèrent ensemble. Liam portait des oreillers. Émilie tenait son ours en peluche. Jonathan entra le dernier, comme si c'était un lieu sacré. Au centre de la pièce, un nouveau cadre. Le dessin de Liam, les trois ensemble, avec cette légende écrite par Émilie. La famille, c'est ceux qui restent quand tout s'écroule. Jonathan s'assit sur le lit. Émilie posa sa tête contre sa poitrine. Liam se blottit de l'autre côté. Et là, entre des draps anciens, des souvenirs paisibles et une chaleur humaine. Ils s'endormirent tous les trois. Ce que Jonathan ignorait, c'est qu'au milieu de cette nuit, Émilie rêverait de Sarah. Et dans son rêve, sa mère souriait. Pas parce que tout était redevenu comme avant, mais parce que, enfin, tout avait trouvé une nouvelle façon d'être.